maintenant, je vais aborder une seconde partie où on va entrer dans le formalisme de la théorie de l'optimisation. Et donc là, vous avez tout un tas de personnages qui ont contribué à la construction de cet édifice qui est donc la théorie de l'optimisation. Et vous avez beaucoup de physiciens là-dedans. Donc là, vous avez Fermat. Alors, c'est des noms que vous allez réentendre après. Donc Fermat, Newton, Leibniz, Jean Bernoulli, Maupertuis, Lagrange, Hamilton, Riemann, Hilbert, Pontryagin et Richard Feynman. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la théorie de l'optimisation. Donc ça va être la partie la plus technique. Ici, on va partir du problème le plus simple qui soit, le problème d'optimisation statique sans contrainte. Donc en fait, l'idée, ça va être simplement de minimiser une certaine fonction f, qui va être une fonction de plusieurs variables. Donc là, ce qu'on cherche, c'est un vecteur, d'accord? C'est la composante x et la composante y. Alors l'exemple qu'on va prendre, ça va être l'exemple de la paraboloïde, donc la fonction x carré plus y carré. Donc ça ressemble à ça. Alors il est où le minimum là? Ah, ça vous pouvez répondre. Donc il est en 0, 0, d'accord? Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour résoudre analytiquement un problème d'optimisation comme ça? Alors vous savez qu'en un extrémum, la dérivée s'annule. Donc ici, on a plusieurs variables, donc on dit que le gradient s'annule. Et donc, alors ici, si on calcule le gradient, ça donne 2x, 2y. Et donc, on dit qu'à l'optimum, cette quantité est nulle. Donc, on trouve finalement x égale 0, y égale 0. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, si on regarde le gradient, on voit bien qu'en 0, 0, c'est là qu'il s'annule. Okay, donc ça, c'est pour le cas le plus simple. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors maintenant, je vais m'intéresser à un problème beaucoup plus intéressant, qui va être un problème de calcul des variations. Le calcul des variations, on peut voir ça comme un intermédiaire entre l'optimisation statique et la commande optimale. Alors déjà, il y a une nouvelle chose, c'est que la variable de notre problème, ce qu'on va chercher à déterminer, ça va être cette fonction y de x. Et puis la quantité qu'on va chercher à minimiser va être l'intégrale d'une certaine fonction qu'on appelle un Lagrangien, qui dépend éventuellement explicitement de x, mais surtout de y et de sa dérivée y point. Donc l'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple historique qui a donné lieu au calcul des variations. C'est pour ce problème que le calcul des variations a été inventé originellement, et donc c'est le problème du brachistochrone. Alors je vais vous l'expliquer. Donc on considère deux points, et puis on se place dans un champ de pesanteur. D'accord ? Donc les objets sont attirés vers le bas. Et maintenant, ici on va poser une petite bille, et donc cette petite bille va glisser le long d'un certain relief. Et la grandeur qu'on va chercher à minimiser, c'est le temps de parcours de la bille. D'accord ? Et notre variable, en fait, ça va être le relief lui-même. Et vous voyez bien que le relief est une fonction de x, du coup. Donc on cherche le relief qui permet de minimiser le temps de parcours de la bille. Donc est-ce que ça va être la ligne droite, est-ce que ça va être l'arc de cercle, ou est-ce que ça va être autre chose? Alors, voilà comment on va se poser le problème. Déjà, on va minimiser un temps. Alors, simplement, on cherche le relief, donc qui est y de x. Donc notre variable c'est x, enfin notre variable globale sur laquelle sont définies les fonctions en fait. Donc ici il nous faut un dx comme là. Donc pour ça on va écrire le dt comme dx vecteur sur la norme de dx vecteur sur la norme de v. Alors c'est juste une question d'unité, hein. Là on a des mètres, là on a des mètres par seconde, donc on obtient bien des secondes. Alors maintenant il y a la manipulation un peu astucieuse. La norme de dx vecteur, je vais l'écrire comme la racine de dx carré plus dy carré, donc ça n'a pas de problème. Et puis la norme de v, pour l'avoir, je vais m'appuyer sur la conservation de l'énergie. Donc 1 demi mv carré plus mgy égale 0. Alors on n'a pas besoin de se soucier du signe de v, puisque de toute façon on prend la norme qui est toujours positive. Et on trouve comme ça que la norme de v, c'est racine de 2gy. Alors maintenant, je vais factoriser par dx, de façon à faire apparaître dy sur dx, qui est donc y point, la dérivée de y. Et là, en fait, j'obtiens une forme, enfin quelque chose de la forme comme ici. Et donc, en fait, je fais apparaître un Lagrangien, qui est le Lagrangien du brachistochrone. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on résout un problème de calcul des variations? Alors, pour faire ça, on va faire une analogie avec l'optimisation statique. Donc, en optimisation statique, on a envie de poser qu'un gradient s'annule. Or, ici, définir le gradient de cette quantité, d'accord, qu'on appelle une fonctionnelle, ça paraît un peu bizarre, parce que ça revient à définir le gradient d'une intégrale
d'une certaine fonction qui dépend elle-même d'une fonction. Donc la variable de notre problème, c'est une fonction, donc quelque part, ça revient à dériver par rapport à une fonction. Donc on voit bien que si c'est possible de faire ça, conceptuellement, c'est un peu compliqué, donc on va avoir recours à des maths un peu tordues. Et donc c'est possible de le faire, de définir ce gradient, mais simplement il faut passer par l'espace de Sobolev W de 2. Voilà. Donc si vous demandiez à quoi servent les espaces de Sobolev, bah, apparemment ça sert à ça. Et donc le gradient, il va être défini de cette façon. Et maintenant à l'optimum, donc à l'optimum, le gradient s'annule, donc cette quantité va être nulle. Et là on aboutit à l'équation de L'Euler-Lagrange qui est vraiment le théorème central de la commande optimale. Donc celui-là, on va le réutiliser au moins 6 ou 7 fois par la suite. Alors avant de revenir au brachistochrone, je vais faire une dernière manipulation, je vais démontrer ce qu'on appelle l'identité de Beltrami. Donc pour faire ça, je multiplie Euler-Lagrange par Y point. Alors j'ai le droit de le faire puisque de toute façon cette quantité est nulle. Alors ensuite j'utilise cette relation qui est la définition de la dérivée droite par rapport aux dérivées partielles. Et je fais apparaître un d rond L sur d rond Y point qui apparaît également ici. Et donc je peux remplacer cette quantité par celle-là moins celle-ci. De cette façon je fais apparaître ça. Et là je vais utiliser l'hypothèse fondamentale qui va permettre de démontrer l'identité de Beltrami et qui est que le Lagrangien ne dépend pas explicitement de X. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Pour le brachistochrone, en fait, ça revient à dire que le champ de pesanteur est homogène. Donc la valeur de G à gauche est la même que la valeur de G à droite. Donc si je suppose ça, je peux écrire que cette dérivée partielle est nulle, et donc je peux réécrire ça comme ça. Alors maintenant, il y a un truc vraiment cool ici, c'est que on a quelque chose de la forme U'V plus UV', et donc on peut mettre ça sous la forme de la dérivée d'un produit. Et puis par linéarité de la dérivée, en fait, on aboutit directement à ce qu'on appelle l'identité de Beltrami. Donc ça, on peut l'écrire seulement si l'hypothèse dont je viens de parler avant est nulle et vérifiée. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, on a une dérivée qui s'annule à l'optimum. Donc du coup, une dérivée qui s'annule, ça revient à dire que cette quantité est une constante. Alors maintenant, on revient au brachistochrone. Donc, est-ce que vous vous souvenez du Lagrangien du brachistochrone? C'était racine de 1 plus y point carré sur y. Et donc ce Lagrangien, on va l'injecter dans la formule de Beltrami, et donc on va aboutir à ça. Il existe une certaine constante C, telle que cette quantité, qui est en fait cette quantité, est égale à cette constante C. Et puis ensuite, c'est des maths. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de dérouler les calculs. Donc ici, une dérivée par rapport à y point calculée. Ensuite, on met sur le même dénominateur pour voir apparaître un y point carré qui s'annule avec du moins y point carré. On trouve ça. Et puis ça, on va le mettre sous une forme un peu plus standard. Donc ça va donner ça. Et là, on aboutit en fait à une équation différentielle ordinaire, donc plus aux dérivées partielles, mais non linéaire, puisque vous avez du produit de y par y point carré. Voilà. Et alors, je pourrais faire 2 slides supplémentaires pour le démontrer, mais ça n'a aucun intérêt. Simplement, cette équation, c'est l'équation d'une cycloïde. Donc en fait, la solution du brachistochrone, ça va être la cycloïde. Voilà. Donc maintenant, je prends cette équation-là, je la mets dans le solveur différentiel de Sage. Ça me permet de tracer des cycloïdes. Et maintenant, après, c'est une question de problème aux limites. C'est-à-dire que si je considère ce point-là et ce point-ci, pour une certaine valeur de G, la courbe qui me permet de minimiser le temps de parcours de la bille, c'est donc cette courbe verte, qui est une courbe de type cycloïde. Alors maintenant, reste à vérifier que je ne vous ai pas raconté des conneries. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien pour la cycloïde que la bille est arrivée la première à l'arrivée. Alors maintenant j'arrive au milieu de cette présentation. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien de faire une espèce de pause. Alors ce que je vais dire n'a pas grand chose à voir avec ce qui précède, mais simplement ça va me permettre, c'est un aparté en fait qui va me permettre d'introduire la partie suivante. Il y a un problème d'optimisation auquel est confrontée l'humanité depuis tout temps. Et ce problème, c'est celui de maximiser nos niveaux de vie. Alors ça, déjà, je pense que c'est un caractère assez universel, dans le sens où vous trouverez personne pour dire que non, il n'est pas souhaitable de maximiser nos niveaux de vie. Mais il y a quand même 2 problèmes avec cette formulation.
Le premier problème, c'est qu'il va falloir définir le niveau de vie, parce que si on veut pouvoir faire des maths, si on veut pouvoir utiliser les outils que je vous présente, il nous faut bien un indicateur qui va nous informer qui va permettre de quantifier le niveau de vie en fait. Donc ça c'est le premier problème. Et puis il y a un deuxième problème, et c'est sur ce problème-là que je voudrais porter votre attention. Et je vais prendre l'exemple de la macroéconomie. Alors le travail d'un macroéconomiste, ça va être de maximiser la croissance, donc d'augmenter le PIB en gros. Et puis, alors pour m'être pas mal documenté sur des questions en lien avec la macroéconomie, je fais un constat, en fait c'est pas moi qui fais ce constat, mais disons que je suis d'accord avec ceux qui le font, et qui consiste à dire que la plupart des macroéconomistes, ils travaillent avec les outils que je viens de vous présenter, alors qu'ils auraient tout intérêt à travailler avec les outils que je vais vous présenter maintenant. Autrement dit, ils oublient la contrainte. Alors la contrainte, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est l'idée que la planète est finie et que les ressources qu'elle contient sont en quantité limitée. Et du coup, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi sans avoir un impact important sur notre environnement. Alors, cette contrainte, elle ne joue pas forcément. Parce que si ma mine ici est asséchée, mais que je peux creuser là, dans ce cas-là, on dit que la contrainte est non saturée, et donc on peut traiter le problème comme un problème d'optimisation sans contrainte. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et donc continuer d'utiliser des modèles qui sont en passe de devenir obsolètes, c'est dangereux, parce que ça peut mener à de mauvaises propositions, enfin, en gros, à faire de mauvais choix. D'autant plus que les sciences économiques, c'est quand même quelque chose d'assez empirique. Donc quand on a un modèle qui marche assez bien pendant un certain temps, et puis qui progressivement se met à de moins en moins bien marcher, déjà on met du temps à s'en rendre compte, et puis on met encore plus de temps à trouver d'où vient, qu'est-ce qui a changé, quoi. Voilà, donc maintenant ce que je vais vous présenter, c'est l'optimisation sous contrainte. Et puis le lien avec Saint-Exupéry, c'est juste que la planète est petite, voilà. Alors, on revient à l'optimisation statique. Donc on oublie le brachistochrone, le calcul des variations, et puis donc ça n'a pas changé, on doit toujours minimiser une certaine fonction f, mais maintenant on impose que la solution appartienne à un certain domaine qui annule une certaine fonction c. Voilà. Donc la contrainte, ça va être cette deuxième ligne. Alors je vais garder mon exemple de la paraboloïde, mais maintenant je vais imposer que la solution appartienne à un cercle de centre x0, y0 et de rayon r. Donc là on a juste l'équation d'un cercle. Donc graphiquement ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc il est où le minimum ici? On impose que la solution appartienne à ce cercle. On cherche à minimiser cette fonction. Donc en fait le minimum il va être là, d'accord? Ok. Et du coup la solution elle va être en dessous, donc elle va être là. Ça va? Donc je vous ai dit que le minimum était là. Alors question, est-ce qu'il est toujours vrai que le gradient s'annule au minimum? Alors, on a dit que le gradient il s'annulait là, d'accord? Ici le gradient il est non nul, donc on ne va plus pouvoir utiliser cette condition-là. On ne va plus pouvoir utiliser le fait que le gradient s'annule. Et donc on va avoir recours à un autre outil qu'on appelle le théorème du multiplicateur de Lagrange, et qui vous dit que le noyau de la différentielle de C à l'optimum est orthogonal au gradient de f. Donc là vous n'avez rien compris, donc on va faire un dessin. Alors le noyau de la différentielle de C, c'est une façon compliquée pour parler de la tangente au cercle, en fait, au point qu'on considère, et donc en l'occurrence à l'optimum. Et maintenant, ce théorème nous dit que cette tangente va être perpendiculaire au gradient de f. Alors ici, je n'ai pas dessiné le gradient de f, mais simplement si on regarde sur cet axe, sur sa diagonale, on voit bien que le gradient de f est perpendiculaire à la tangente. D'accord ? Donc c'est ça le théorème du multiplicateur de Lagrange. Alors maintenant, ce théorème, il admet un corollaire qui consiste à dire qu'en fait, le gradient de f et le gradient de c vont être vont être collinéaires. Du coup, il existe un certain scalaire lambda qui permet de relier les deux. Alors le gradient de C, on va le dessiner, maintenant c'est en rouge, vous voyez, ça s'annule au centre du cercle. Et effectivement, si on regarde, sur cet axe, les deux gradients sont collinéaires. D'accord ? Donc la solution, elle va appartenir à cet axe. Alors maintenant, il suffit de regarder, donc ça intersectionne le cercle ici et ici. Donc il y a deux possibilités. 2, c'est beaucoup plus petit que l'infini, il suffit de comparer la valeur de f sur chacun de ces deux points. Et donc au minimum, on a bien un gradient de C et un gradient de f collinaire, et on voit bien qu'il y a un certain rapport, il y a un certain scalaire lambda qui est en quelque sorte le rapport de ces deux vecteurs.
Alors je vais faire une dernière manipulation. En fait, je vais tout passer à gauche. Et en faisant tout passer à gauche par linéarité du gradient, je peux écrire ça. Et là, si vous regardez, ça, c'est un gradient nul. Ok? Donc, autrement dit, par l'introduction du gradient, du lambda, qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange, par son introduction, on peut ramener un problème d'optimisation sous contrainte à un problème d'optimisation sans contrainte. Donc voilà, donc c'est cette condition qu'on va utiliser pour résoudre les problèmes d'optimisation sous contrainte. Maintenant, je vais résoudre le problème qu'on s'est posé. Donc ici, le gradient de C, en fait, c'est 2x moins x0, 2y moins y0, que je multiplie par lambda. Et puis, ici, je dois soustraire le gradient de f, qui est toujours 2x, 2y. D'accord? Donc, je dis qu'à l'optimum, cette quantité est nulle. Donc ensuite, je fais des manipulations niveau seconde. Et puis, je trouve que x étoile, y étoile est collinéaire avec 0, y0. Autrement dit, la solution est alignée avec le centre du cercle. Donc ça, c'est bien ce qu'on trouve. Donc ça, c'était pour l'optimisation statique sous contrainte. Et maintenant, je vais revenir au calcul des variations, mais sous contrainte. Alors, l'équivalent du problème du brachistochrone, mais sous contrainte, ça va être le brachistochrone de longueur donnée. Donc cette première ligne ne change pas, hein, on a toujours le Lagrangien du brachistochrone qui apparaît là. Mais maintenant, j'impose que la longueur du relief, la longueur parcourue par la bille, en fait, vaille une certaine constante L, d'accord? Et donc, voilà. Donc, si on choisit L tout pile pour que on puisse prendre une cycloïde, dans ce cas-là, on dit que la contrainte est non saturée et il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on prend un L un peu plus grand ou un peu plus petit, on va plus avoir des cycloïdes, on va avoir des quasi-cycloïdes si on veut, donc des choses qui ressemblent à la cycloïde mais sans naître vraiment. Alors, donc déjà, là on a une norme de dx vecteur. Donc comme tout à l'heure, je vais écrire ça sous la forme racine de dx carré plus dy carré. Je factorise par dx, j'obtiens ça. Et là, je trouve la fonction c qui est 1 plus y point carré. D'accord? Si on regarde, c'est de la même forme. Donc ça, c'est pour le brachistochrone. Alors maintenant, comment est-ce qu'on résout un problème de calcul des variations sous contrainte? Alors encore une fois, on va faire jouer l'analogie avec l'optimisation statique. Donc en optimisation statique, on avait dit qu'on voulait annuler le gradient de cette quantité. Donc ici, l'équivalent, ça va être, pardon, ou ici il était f. Donc maintenant, l'équivalent, ça va être d'écrire ça. D'accord? C'est simplement voilà, une analogie. Et ça, vous voyez que c'est un gradient nul. Donc on va pouvoir traiter le problème comme un problème de calcul des variations sans contrainte. Alors je vais faire une dernière manipulation que je n'ai pas faite tout à l'heure. Je vais définir cette quantité comme le hamiltonien. Voilà. Là, vous voyez d'ailleurs que le lambda, maintenant, c'est une fonction de x. D'accord? Parce qu'on est en calcul des variations, le lambda va être une fonction de x. Et donc, je peux réécrire la condition d'optimalité au premier ordre comme ceci. Et donc ça, en fait, on a une forme exactement analogue à ce qu'on avait précédemment. Simplement, on a remplacé le Lagrangien par un hamiltonien. Et maintenant, on a un principe du maximum, en fait. Voilà. Donc cette quantité, il faut la maximiser maintenant. Pardon, cette quantité doit être maximisée. Et donc, comme on a un problème de calcul des variations sans contrainte, on va pouvoir écrire l'équation de L'Euler-Lagrange, où simplement, on est en termes d'hamiltonien. Alors, de la même façon, monnayant l'hypothèse dont j'ai parlé à ce moment-là, on peut également écrire l'identité de Beltrami. Et puis maintenant, pour résoudre le problème, il faut simplement injecter le hamiltonien du brachistochrone à cet endroit-là. Et donc on trouve un truc un peu compliqué. Hein. Donc là, c'est juste lambda c moins le Lagrangien, d'accord, qui correspond à hamiltonien, qui apparaît également ici. Donc là, vous voyez que ça commence à dépasser des slides. Donc du coup, je vais accélérer au niveau des calculs. Et je trouve finalement simplement cette chose-là. Alors vous voyez que si le lambda est égal à 0, on retrouve l'équation d'une cycloïde. Et maintenant, si le lambda, donc ça correspond à une contrainte non saturée. Et donc, si le lambda est non nul, alors on a quelque chose qui va ressembler à une cycloïde. Alors après, je ne vous ai pas tracé ce que ça donne, mais voilà, ça donne des courbes qui ressemblent à la cycloïde, mais sans en être vraiment. Et maintenant, j'arrive à la commande optimale. Alors, un problème de commande optimale, on peut l'écrire comme ça. Alors, simplement, la commande optimale, c'est une sorte de généralisation du calcul des variations. Alors, ce qui jouait le rôle de x auparavant va être remplacé par le temps, puisque notre commande, elle est définie en fonction du temps. Maintenant, ce qui jouait le rôle de y, donc du relief auparavant, va être remplacé par l'état x.
d'accord, qui est état pris au sens des représentations d'état, donc pour nous c'est un vecteur avec la position et la vitesse. Et puis, et c'est ça la vraie nouveauté, on a cette nouvelle fonction qui est donc la commande à chaque instant, et donc c'est ça la variable de notre problème. Ce qu'on cherche, c'est le U étoile qui permet de maximiser cette quantité. Voilà. Donc Pontryagin, lui, il a fait toute l'analyse mathématique de la commande optimale, et ça l'a mené à écrire une sorte d'équivalent au fait que le gradient s'annule, mais dans le cadre de cette théorie. Et donc cet équivalent, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est le principe du maximum, qui sous une forme faible s'écrit de cette façon. Alors simplement, il y a deux conditions ici. Donc la première condition, elle est assez intuitive, c'est que pour la commande optimale, donc à l'optimum, en fait, le hamiltonien ne varie pas. Enfin, si on perturbe légèrement la commande optimale, le hamiltonien ne va pas varier au premier ordre. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et puis, il y a une deuxième condition. Et pour la comprendre, ça, il faut revenir à ces histoires de dérivées de droite et dérivées partielles. En fait, à l'optimalité, donc pour la commande optimale, le hamiltonien ne varie qu'explicitement avec le temps. Donc la dérivée droite est égale à la dérivée partielle. Donc ça, c'est vrai à l'optimum. Alors, avant de vous montrer l'algorithme de commande optimale qu'on utilise, je vais démontrer un dernier résultat. Alors, je vais écrire la définition de la dérivée droite du hamiltonien par rapport au temps. Alors déjà, on n'a pas besoin de se soucier. Alors, je me place à l'optimalité. Donc du coup, j'ai pas besoin de me soucier de cette quantité-là, puisque de toute façon, elle est nulle. Et maintenant, j'ai cette relation qui me dit que cette quantité est égale à cette quantité. Autrement dit, celle-là est nulle. D'accord ? Donc ça, c'est vrai à l'optimum. Alors maintenant, comment on fait pour avoir cette quantité égale 0 ? Ben, il y a une solution qui saute plus ou moins aux yeux, c'est de poser ça. Parce que ça, c'est toujours vrai, en fait. Hein ? Et si on pose ça, on a envie de définir moins lambda point comme d rond h sur d rond x, et x point comme d rond h sur d rond lambda. Et si on fait ça, en fait, on aboutit aux équations canoniques de Hamilton. Alors, dernière chose, maintenant, je prends ces équations, je les injecte dans Euler-Lagrange, ça se fait en 5 secondes, hein, si on l'a sous les yeux, il n'y a aucun problème pour s'en convaincre, et on obtient ça. Et là, si vous aimez bien les belles mathématiques, ça devrait vous plaire, parce que, en fait, quand vous regardez ça, vous ne savez pas trop où fixer votre regard. Dans le sens où, en fait, c'est des relations qui sont complètement symétriques. Si on regarde, ici, on a juste, par exemple, ces deux relations là et là, on a simplement lambda point qui est interverti avec x, et ici, on a un moins et un plus là. Et pareil pour les deux ici. D'accord ? Donc en fait, ça révèle une sorte de structure algébrique très forte, sous-jacente au hamiltonien, et également une forme de dualité entre x et lambda. Ça, j'y reviendrai par la suite. Alors maintenant, on va décrire l'algorithme de commande optimale. Donc maintenant, on revient à ce que je disais au tout début de cette présentation. Donc je considère une certaine commande U en fonction du temps. Et donc cette commande, je vais m'appuyer sur un modèle pour trouver l'état associé à chaque instant. Donc je vais faire une première intégration pour trouver le Lagrangien à chaque instant et l'état à chaque instant. Alors maintenant que j'ai ça, là je vous dis pas comment on fait, mais on va s'appuyer sur l'instant final. Donc j'intègre une première fois, et puis à l'instant final, je vais m'appuyer sur la contrainte pour fabriquer un hamiltonien. Une fois que j'ai ce hamiltonien, je vais utiliser une des relations que je vous ai montrées juste avant pour définir un lambda f. Donc j'intègre une première fois et je construis un lambda final. Et ensuite j'utilise une autre équation canonique de Hamilton pour rétro-intégrer dans l'autre sens. D'accord ? Et à ce stade-là, j'obtiens x à chaque instant et lambda à chaque instant. Alors maintenant que j'ai ces deux choses-là, c'est là où le calcul formel trouve tout son intérêt en fait. Je vais pouvoir combiner ces deux grandeurs-là, les mélanger, pour aboutir à une nouvelle commande V qui va respecter la première condition de Pontryagin. Alors, en réalité, je ne prétends pas comprendre cet algorithme. Simplement, je pense que tous les éléments que je vous ai présentés avant vous permettent d'avoir une certaine vue d'ensemble, une certaine appréhension de comment les choses fonctionnent. Donc vous voyez, en fait, tout ce dont j'ai parlé avant intervient là-dedans. Et maintenant qu'on a cette nouvelle commande V, en fait, on va proposer différentes combinaisons de U et de V. Et parmi toutes les combinaisons qu'on considère, on va chercher celle qui maximise le gradient du Hamiltonien, donc celle qui répond le mieux à notre problème. Et ça nous permet d'avoir une nouvelle commande U. Et donc on recommence, ensuite on refait des tours de boucle comme ça. Et donc chaque image des animations que je vous ai montrées au début correspondent à un tour de boucle.
Alors maintenant, il faudrait démontrer la convergence de l'algorithme, c'est-à-dire le fait qu'à chaque fois, on aboutit à une nouvelle commande U qui est meilleure, qui est plus optimale que la précédente. Voilà. Donc ça, j'en suis incapable. Donc là, j'ai fini ma deuxième partie.